Salam alaikum, Azul, bonsoir. L'APN, l'Assemblée populaire nationale, autrement dit la chambre basse du Parlement algérien, a adopté mardi 17 novembre, à la majorité nous dit-on, le projet de loi de finances pour 2021. Ayman Ben Abdelrahman, le ministre des Finances, a déclaré devant l'Assemblée, je le cite, qu'en dépit de la conjoncture difficile et inédite que traverse le pays suite à la chute des prix du pétrole et la crise sanitaire actuelle, le gouvernement vise, à travers les dispositions de ce texte, à préserver autant que possible le pouvoir d'achat du citoyen, protéger la catégorie vulnérable et créer une dynamique d'investissement à même de hisser le niveau de la production et de renforcer les démarches de diversification de l'économie. Fin de citation. Nous verrons tout à l'heure, lorsque nous examinerons la répartition des budgets sectoriels. Les budgets alloués laissent imaginer, contrairement à ce que dit Monsieur le ministre, que la conjoncture très difficile que traverse le pays est à géométrie variable, selon que l'on soit dans un secteur ou un autre. Un exemple, deux exemples ou trois exemples, pour annoncer la couleur. L'industrie a bénéficié d'une tranche de 4,53 milliards de dinars. L'industrie, qui est censée produire, qui est censée créer la richesse, qui est censée produire. Elle a eu 4,53 milliards de dinars. Le ministère de la Défense, écoutez bien la différence entre l'industrie, 4,53, et le ministère de la Défense. Le ministère de la Défense lui a été alloué 1230 milliards de dinars. Vous voyez, de 4,53 à 1230 milliards de dinars. Le ministère des Moudjahidines, 235,31 milliards de dinars. 235 milliards de dollars. La formation professionnelle, 51 milliards. 51,56. La santé publique, 410,70 milliards. L'industrie pharmaceutique, tenez-vous bien, 0,32 milliards de dinars. Je me passerai de commentaires. C'est dire à quoi obéit la très particulière perception des critères d'évaluation et de fixation des budgets sectoriels. De quoi méditer sur la nature de ce régime, de ce qui l'impulse, de ce qui le caractérise, même en milieu de crise très, très grave. Mais il semble bien que cette mouture de loi de finances pour 2021 sera la dernière du genre, parce que le roi est désormais nu, parce que le régime a été rattrapé par ses propres mensonges et qu'il n'aura plus les moyens de se permettre une telle impéritie. Les caisses seront bientôt vides. Les réserves de change qui permettaient d'équilibrer les dépenses et de combler le seuil incompressible de ces dépenses, seront épuisées avant 20 mois et l'état de cessation de paiement plane désormais sur le pays. La question que se posent désormais tous les observateurs est comment ce régime va-t-il faire pour trouver les sommes que lui permettait le matelas financier des réserves de change? En termes clairs, comment fera-t-il quand il n'y aura plus de possibilité de recours à ces réserves? Comment fera-t-il pour trouver de quoi alimenter les besoins du pays, à un moment où celui-ci ne subsiste que grâce à ses seuls
ressources hydrocarbures revues à la baisse d'une façon absolument très, très, très importante. D'aujourd'hui. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'avoir ici avec moi mon ami Hassan Hirish, docteur en sciences économiques, analyste politique. Hassan, merci d'être avec nous. Merci pour l'invitation. Bonsoir les téléspectateurs. Et comme d'habitude, votre masque pédagogique, j'allais dire. Absolument. Et bonsoir à vos amis. Merci. Je suis content d'être en face d'un jeune. Wahab Hamidi, consultant en finance, qui était avec nous hier, mais je n'ai pas résisté à la tentation de l'inviter encore aujourd'hui, parce qu'il a beaucoup à nous dire. Wahab, merci d'être avec nous. Merci Jamal, merci pour l'invitation, merci Hassan, et le plaisir et l'honneur pour moi d'être en face de vous. Merci. Alors, depuis Alger, nous allons avoir avec nous Boualem Amoura, secrétaire général du SATEF, un syndicaliste. C'est vraiment le moment indiqué pour nous parler un peu de cette loi de finances. Boualem Amoura, merci d'être avec nous. Bonsoir, assalamu alaikum, Azul Flaouen. Bonsoir à tous les téléspectateurs de Aouras TV. Bonsoir à vos invités. Et bien sûr, sans oublier toujours les techniciens d'Aouras TV. Merci beaucoup. Comme tout syndicaliste qui se respecte, vous ne pouvez pas oublier les soldats de l'ombre, n'est-ce pas? Alors, Hassan, j'aimerais commencer par une explication de texte. Généralement quand les émissions parlent de loi de finances, de ces problèmes très complexes, les gens parlent entre initiés, alors que la plupart des téléspectateurs, dont moi-même d'ailleurs, ne comprenons pas très bien le jargon que vous utilisez généralement. Alors je vais vous demander de nous donner une petite explication de texte pour essayer de comprendre d'abord qu'est-ce qu'une loi de finances. C'est une bonne question, effectivement. Une loi de finances, c'est une loi votée par le Parlement, oui, donc par l'Assemblée nationale populaire. Et proposée par qui? Donc proposée par le gouvernement. D'accord. Voilà. C'est-à-dire il y a d'abord, avant la loi, il y a d'abord le budget, oui, qui est
élaborée par le gouvernement. C'est-à-dire que chaque ministre fait une demande au Premier ministre et au ministre du Budget. Des prévisions de ses propres dépenses. Voilà. D'accord. Mon ministère a besoin de tant d'argent pour l'année qui va venir. Donc, par exemple, ici, le ministre va dire j'ai besoin d'une enveloppe de tant de milliards pour l'année 2021. Qu'il détaille, bien sûr. Voilà. Tant pour faire ceci, pour faire cela. Absolument, il doit justifier, absolument. bien évidemment. D'accord. Donc, chaque ministre demande une enveloppe. Après, il y a un arbitrage, parce qu'on ne peut pas toujours donner au ministre ce qu'il demande. Absolument. On Vous négocie avec imaginez lui, bien quoi. que chaque ministre, normalement, dans une situation normale, Oui. parce qu'il y a des ministres, évidemment, qui ne sont pas légitimes et qui sont tout et qui demandent très peu et qui demandent, monsieur, combien je dois demander, etc. Je parle d'un ministre normal. D'accord. Un ministre normal. Et on n'a pas beaucoup, malheureusement, dans notre gouvernement. Oui. Bon, on va quand même donner crédit à ceux qui sont bons. Oui. Donc il dit, voilà, mes besoins pour l'année à venir, c'est une enveloppe de tant de milliards. Parce que je dois faire ceci, je dois faire cela, etc. Il élabore un projet. Et donc l'ensemble des projets est finalement décidé par le gouvernement, par l'ensemble des ministres, avec donc, le chef du gouvernement. Et s'il y a un arbitrage, parce qu'il ne faut pas que ça dépasse évidemment une certaine enveloppe, je vais revenir là-dessus, il y a l'arbitrage, généralement du Premier ministre, ou dans des pays comme la France, du ministre du Budget. C'est lui qui arbitre. Après, en dernière instance, si la décision, l'arbitrage du ministre du Budget est contestée, à ce moment-là, le Premier ministre, évidemment, tranche à son dernier mot. Voilà, il va trancher. Donc l'ensemble de cette enveloppe-là est présenté au Parlement. C'est le projet. Conseil des ministres. Oui, j'ai dit d'abord le Conseil des ministres. Ils abordent donc le budget. Quand ils arbitrent et quand ils Et décident quand c'est et qu'ils fini, tranchent, quand c'est fini, ça devient le projet de la loi de finances. Absolument. Donc c'est présenté au Parlement. D'accord. Et le Parlement peut décider que c'est OK, tel que c'est. Il peut décider aussi et demander au Premier ministre qui présente donc, le budget, il peut lui dire il faut revoir votre copie. Tel ministère ne peut pas avoir telle enveloppe, etc. Et puis vous avez dépassé, ou vous n'avez pas demandé suffisamment pour les besoins de la nation, ainsi de suite. C'est-à-dire que les parlementaires qui sont censés représenter le pays, la demande sociale, ce dont la société a besoin, à ce moment-là, le Parlement peut dire non. Il peut voter non. Il peut dire Comme il peut non. voter oui. Et donc, Oui. le gouvernement doit À la revoir majorité copie. simple. Il doit revoir la copie. S'il vote non, il doit revoir la copie. Absolument. Et la représenter au Parlement. Absolument. Jusqu'à Et ce donc, qu'elle soit votée. Voilà. Mais une fois que ce budget est accepté par le Cette Parlement... loi de finances ou ce budget? Ce budget accepté par le Parlement devient loi de finances. C'est-à-dire qu'on va élaborer une loi qui va effectivement mettre en application donc juridique au niveau de la comptabilité nationale. Elle va dire, voilà, on accepte ce budget-là. Ça devient la loi de finances. La loi. Et quelle est la différence entre la loi de finances et le budget de l'État? C'est ce que j'étais en train de dire. C'est-à-dire que le budget est élaboré donc d'abord par le gouvernement. Oui. Il le propose à l'Assemblée. Et donc le budget devient la loi. D'accord. C'est-à-dire une fois que c'est approuvé. Une fois que c'est budget. Moi, je pensais qu'il y avait un projet de loi de finances à part et le budget de l'État de l'autre côté. En fait, ça se rejoint. Non. C'est-à-dire que le budget doit être voté par le Parlement. D'accord. C'est-à-dire après, ça devient synonyme, une fois que c'est voté. D'accord, Voilà. Parfait. Une fois que c'est voté, ça devient synonyme. En revanche, après, il peut avoir, au cours de l'année, une rectification. Loi complémentaire. Une loi complémentaire. Ouais. C'est-à-dire, on peut estimer que ça n'a pas été suffisant. On recadre. Voilà. On recadre. Voilà, absolument. Donc, ils vont encore voter une loi complémentaire. Généralement, c'est chaque année, au bout de quelques mois,
il y a une loi complémentaire de finances. Absolument. Donc, en fait, vous avez normalement déjà deux contrôles. Le contrôle du gouvernement, Oui. qui voit la cohérence du budget, de la demande budgétaire de l'enveloppe. Le deuxième contrôle, c'est le Parlement, qui doit dire oui ou non, qui doit dire rectifier ceci ou cela. Et après, évidemment, il y a d'autres contrôles. Mais en plein exercice. C'est-à-dire par la Cour des temps. Après l'approbation. Une fois, voilà, après la promulgation. Une fois que c'est mis à exécution. Il y a Après, il y a des processus de contrôle. Par qui? Ben, il y a l'inspection générale des finances publiques, et puis il y a la Cour des comptes. D'accord. Voilà. Donc ces deux organismes sont habilités, évidemment, à taper sur le doigt. Attention, vous avez dépassé, attention, vous n'avez pas suffisamment exploité les ressources. Même ça ne correspond pas à une véritable demande sociale, que vous avez trop investi là-dedans et pas là, etc. Et que là, ce n'est pas justifié, ce n'est pas suffisamment justifié, etc. Parce qu'ils ont, des marges de manœuvre. Mais pouvoir faire basculer telle enveloppe dans telle enveloppe. C'est ça. Mais malheureusement, il faut dire aux téléspectateurs que depuis l'avènement du régime Bouteflika, il a mis de côté complètement la Cour des comptes. C'est-à-dire qu'il... Cour des comptes de tristes souvenirs pour M. Bouteflika. Voilà, parce que précisément, elle l'avait épinglé. Pour l'affaire du chantier des ministères des Affaires étrangères. Voilà. Et donc, il s'est vengé. Dès qu'il est arrivé, il a complètement neutralisé la Cour des comptes. D'accord. Alors, nous reviendrons à d'autres questions pédagogiques après. Mais sinon, est-ce que ce Parlement a rejeté une fois seulement, ne serait-ce qu'une seule fois, depuis 1962, est-ce qu'il a voté une seule fois non au projet de loi de finances qui lui ont été proposés, à votre connaissance? Pas à ma connaissance. Pas à ma connaissance. Il y a eu quelques, on va dire... débats, quelques réaménagements. Une fois ou deux, etc. Parce qu'il y a eu l'opposition, même si elle est petite et tout ça. Je me souviens, il y avait un parlementaire, je ne me souviens plus lequel, du RCD, il y a quelques années. Oui, il avait contesté effectivement les affectations budgétaires à tel ou tel ministère. Donc, bon, il y a eu un petit remue-ménage, mais ça n'a rien empêché du tout. On sait très bien que la majorité, évidemment, est une caisse de résonance. Et malheureusement, c'est un parlementaire de Bni Oui. Et on l'a vu et revu. Alors on va écouter justement ce que nous en disent. Dès qu'on leur demande de voter, hop, tout le monde se lève la main. Voilà. On va écouter quelques députés, ce qu'ils nous en disent. هذا قانون مالية لا توجد فيه ضرائب مباشرة على المواطنين. هذا تقدر تقول هو تسامح مع المواطن. أتى ببعض التدابير المهمة. نحن يكون لنا التحفظات التي كانت لنا أزلناها من خلال إسقاط وتعديل بعض المواد. إذن رفع اللبس، بقت باقي المواد لا حرج أنها مررت. نحن بالنسبة لنا لما شفنا النقاش كثير من الأحزاب حتى أحزاب الأغلبية رفضت بشكل، نحن لم نرفع ذلك السقف من الحدة في الطرح، لكن لما نأتي إلى التصويت لو نتابع المداخلات نقول منطقيا سيرفض هذا القانون، لكن بعد ذلك لرفع الأيادي قانون أخرى. Voilà, il a dit que pendant les débats, on a l'impression que le projet va être rejeté, mais au moment du vote, c'est tout le monde qui lève la main. Ah ouais, comme toujours. Alors, sauf tout le monde, non, sauf quand même... quelques rares il faut reconnaître que les députés du RCD, du FFS ont très souvent voté non. Sauf que leur présence au sein d'un tel Parlement, moi je pense, voilà, bien sûr, au sein d'un tel Parlement, c'est une caution de démocratie pour un Parlement je n'ose même pas dire le mot, de maquignon politique, de maquignon parlementaire. D'ailleurs, Tléba lui-même l'a dit, Ould Abbas lui-même l'a dit, ils achetaient leur siège aux enchères publiques. C'est d'une rare gravité. Voilà, c'est aussi clair. C'est le scandale du siècle. Absolument. Alors, une question d'abord avant de rentrer dans les détails. Des prévisions, les lois de finances, ce sont des prévisions budgétaires, grosso modo. Alors, sauf que généralement, quand on fait des prévisions, on les fait par rapport à ses propres ressources.
par rapport à ce dont on dispose ou de ce dont on va disposer. Oui. C'est ce dont on va disposer. C'est puisque ça un budget. D'ailleurs, on l'appelle budget prévisionnel, même si c'est un pléonasme. Oui. Donc, c'est des dépenses qui sont basées sur des recettes Sur supposées. des rentrées supposées. Voilà. Alors, sachant que la situation est au plus grave, hein, ne serait-ce que par rapport, par exemple, aux ventes des hydrocarbures pour 2019, par rapport à la crise du Covid, il y a eu cette chute faramineuse à environ 40%, il me semble. Au pourcentage. Oui, c'est mais ce par qui rapport a aux prévisions, été oui. publié, de perte de ressources par rapport à l'année d'avant. Sachant que c'est très aléatoire et que les horizons ne sont pas très prometteurs, est-ce que ce régime va pouvoir, j'allais dire, honorer ses prévisions, si je peux dire? Juste avant de répondre rapidement, Oui. juste un complément par rapport à ce qu'il disait Hassan. Oui. Le budget, il a très bien expliqué les dépenses, mais il y a aussi les recettes. Voilà, pour les recettes, et aussi, c'est le ministère des Finances qui fait les projections sur la base... Des dépenses et des recettes aussi. Oui, les recettes aussi, parce Oui. que après, à l'introduction, vous avez dit que ce sera la dernière loi de finances. Qui va pouvoir se permettre... Oui, en fait, vous avez dit juste par rapport à... légalement. En fait, parce que les projets, la loi de finances, c'est une loi qui dépend de la loi organique. C'est une loi organique. D'accord. Mais toutes les lois de finances actuellement se basent sur la loi organique de 1984. Et la loi organique de 1984 a été adoptée dans un autre régime, dans une autre conception économique. Donc depuis 1984, la structure du budget algérien, elle est un peu biaisée, même dans la structuration par rapport à la construction budgétaire. Donc en 2017, il y a eu le vote d'une nouvelle loi organique qui oblige le gouvernement à faire les lois de finances sur la nouvelle loi qui était rentrée en vigueur en 2017, mais qui donnait une marge de temps de 5 ans. Donc la date limite pour passer sur le nouveau format c'est de 2022. la confection 2022. D'accord. Donc ce sera la dernière loi sur ce format actuel. Vous l'avez vu sur le plan organique. Organique, sur un juridique. plan C'est juridique. D'accord. Et pourquoi j'ai fait cette précision? Parce que la nouvelle loi organique oblige le gouvernement à financer les dépenses de fonctionnement sur la base des dépenses, des recettes ordinaires. Et ça, c'est très important. Parce que maintenant, les dépenses de fonctionnement, il y a une partie qui est financée par les ressources ordinaires, c'est-à-dire la fiscalité ordinaire, soit l'impôt sur l'IRG, ce qui est la plus grande ressource de la fiscalité ordinaire, et l'impôt sur les sociétés et compagnies, tous les autres impôts ordinaires, oblige, maintenant le déficit, parce que les dépenses sont supérieures aux recettes ordinaires, oui. Donc le déficit il est comblé par les recettes pétrolières. Alors que non, dans la réalité... Quand j'ai fait mes recherches, dans l'ère de Boumedienne, il avait ce qu'on appelle la règle d'or budgétaire. Normalement, les recettes ordinaires sont financées que par les dépenses ordinaires ne doivent être financées que par les recettes ordinaires. Après la recette fiscale, grosso modo par la fiscalité. La fiscalité ordinaire. Oui. Après la fiscalité pétrolière, normalement dans l'esprit de départ, la fiscalité pétrolière c'est un jackpot pour l'État algérien qui soit utilisé pour d'autres choses, pas pour le fonctionnement. C'est un plus. C'est un plus pour l'investissement productif, pour penser au futur. Les fonds souverains, normalement. Fonds souverains, pas mal de... Qui ont été grignotés, d'ailleurs. Donc voilà, normalement c'est ça. Donc la nouvelle loi, on verra s'ils vont appliquer, parce que la loi le dit. Mais très intéressant. Donc ça, c'est juste pour faire le lien. Donc, par rapport à votre question, c'était... Est-ce qu'ils vont pouvoir trouver les fonds nécessaires, pour le dire simplement, pour financer leurs prévisions? Pour 2021, ce sera la dernière année où l'État algérien soit autonome dans le financement. Ça, c'est clair. Avec un calcul très simple. Oui. À fin décembre 2020, les réserves de change, on arrive à 42 milliards de dollars. D'accord. Ça, c'est officiel. C'est officiel, hein? Oui, c'est officiel, c'est des chiffres officiels. Ça a été publié par la BCA?
Non, en fait, ça, c'est les chiffres Parce de que la la BCA, Banque on m'a centrale. dit qu'elle ne publie Depuis plus les 18 chiffres. mois, Oui. depuis 18 mois, il n'y a aucune. Moi, j'ai des contacts à l'intérieur. Aucune publication sur les réserves de change À par la part le BCA. gouverneur qui a été confirmé il y a 2 mois, le cercle restreint de la gouvernance de la Banque centrale, il n'y a personne qui a les chiffres. Même les cadres à l'intérieur dans d'autres services, personne n'a les chiffres. Comment vous avez su alors qu'il y a 42 milliards? Parce que les 42 milliards, c'est dans le journal officiel. Oui, Parce que la Banque centrale a obligation de publier chaque mois. Mais elle ne publie plus. Si, chaque mois, il y a le. Non, mais un initié en la matière qui m'a appelé au téléphone, qui m'a dit qu'elle ne publie plus depuis 2 ou 3 mois. Non, le journal Au officiel. moins. Oui, oui. En fait, parce que chaque Elle mois. ne publie plus cette rubrique-là, pour ce qui est des réserves de change. Elle ne Ah donne oui, plus ça, de je n'ai chiffres. pas vérifié. Je Oui, peux pas oui, je vous contredire. confirme, il me l'a dit. Parce que c'est la un Banque monsieur. centrale a l'obligation mensuelle de faire son L'obligation, mais elle ne le bilan fait du journal plus. officiel. C'est pour ça que j'ai été étonné Ah, ok. quand vous avez dit 42 milliards. Projection. Même Voilà, projection. projection. C'est un cadrage aléatoire. Projection, C'est une ouais. estimation. C'est une estimation. 42 milliards, juste de D'accord, à finir sur supposer ça. qu'ils ont 42 milliards. 42 milliards. Mais si on fait sur 2020 par rapport aux chiffres que vous avez déjà commencé à avancer, Oui. l'Algérie, pour c'est les projections de la loi de finances, pour 2021, elle va importer 32 milliards de marchandises pour 22 milliards d'exportations, sur la base des 40 milliards de dollars Si tant est d'exportation. qu'ils peuvent exporter pour 22 milliards. Si tant Oui, est c'est que- tant. Si le marché mondial se Et stabilise reste à un 40... peu- à Il 40 est calculé sur combien à peu les près projections sur le marché mondial pour 2020, c'est 41. Pour 2022, c'est 43. D'accord, dollars. ça reste C'est sur raisonnable. les chiffres du FMI. D'accord. Donc, j'ai dit importation 30 32, milliards. plus marchandises, importation de marchandises 32 milliards, exportation 22 milliards, auquel il faut rajouter l'importation des services qui sont de 10 milliards, projection. Après, il y a 3 milliards, ce qu'on appelle les rentrées de devises. Enfin, par exemple, les rentrées de devises de la diaspora et compagnie, c'est 3 milliards. Et 1 milliard les bénéfices du capital. Parce que la Banque d'Algérie place son argent, la devise algérienne excédentaire aux États-Unis. Donc chaque année, il a des dividendes qui sont calculés à 1 milliard de dollars. Donc quand on fait tout ce calcul, on arrive à 22 milliards de déficit qui fait financer en devises. En déficit. En devises. Oui, il faut Qui vont financer manquer. la balance de paiement. Qui vont manquer. Oui, qui vont manquer pour la balance de paiement. Ils vont les ramener d'où? Sur les réserves de change. Bon, et quand les réserves de change seront Donc l'année Donc, pour le prochaine, moment- 2021, oui, mais à partir de l'année prochaine, c'est fini. On va arriver à cette question tout à l'heure. Mais pour le moment, donc, les réserves de change vont pouvoir combler le déficit pour atteindre le seuil incompressible, le seuil prévu. Pour 2021. Pour 2021. C'est tout. Pour équilibrer le Ouais, budget. c'est tout. D'accord. Nous allons en arriver. Alors, nous allons d'abord demander à Boualem Amoura. Boualem Amoura, vous, le syndicaliste, est-ce que... Moi, je vais vous poser une question toute simple. Mais avant de vous la poser, je préfère revenir d'abord un petit moment à Wahab Hamidi dans les importations, les 30 milliards d'importations marchandises milliards, dont vous nous avez parlé. Est-ce que les équipements de dotation militaire sont comprises? Est-ce qu'ils sont dedans? En fait, les chiffres du CNIS, qui est l'organisme des statistiques des douanes, fournit les chiffres en détail, mais ils ne donnent pas le détail de tout. Par exemple, sur les chiffres officiels arrêtés 2019, qui sont disponibles sur le site, Oui. quand on fait le détail, en fait, 2019, ça veut dire que c'est passé. Ça veut C'est dire que passé, c'est quelque voilà, c'est chose. passé, parce que D'accord. 2020, On est censé tout savoir. on est censé tout savoir. D'accord. En fait, il y a une partie qui représente peut-être 30 à 35% qui apparaît autre. Autre. Donc, Comme ça. c'est-à-dire qui ne sont pas identifiés. On Ou sait pas divers, c'est quoi. oui, c'est Ou ça. divers. C'est tout. divers. Autre. Autre. C'est On ne ça. sait pas ce qu'il y a dedans. Et on ne sait pas ce qu'il y a Combien dedans. de pourcents? Je pense, si je le quantifie, entre 30 et entre 25 et 35%. Je crois que vous avez un diagramme, non? Un tableau, non? Oui, il y a le tableau, le premier tableau peut-être. Le premier tableau, on va voir le premier tableau. Ouais, c'est de ça dont vous parlez? Oui, ça regroupe tout. Si ce n'est pas le même tableau, on peut... Non, c'est tout. Ça, c'est les proportions des biens importés. Position, tous les groupe tous les d'utilisation. biens, voilà. Peut-être que ce n'est pas ce tableau-là dont vous parliez. Si, dans ce tableau-là, par exemple, après, on a les biens alimentaires, on a l'énergie, parce qu'il faut savoir que l'Algérie importe l'essence, il faut le carburant.
Après, on a les produits demi-finis, les produits biens d'équipement. D'accord. Par exemple, si on détaille le premier, les biens alimentaires, on a le détail de tous les chiffres. C'est 8 milliards de dollars d'importation annuelle, mais on a tous les chiffres. Les 8 milliards, on peut savoir ce qu'il y a dedans. Mais non, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est cette autre. Oui, autre, il se retrouve... Ça veut dire on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Dans autre, par exemple, les demi-produits, oui. Quand on prend la famille, parce qu'il classe par famille de produits, les demi-produits ou les produits bruts finis, il y a 14 milliards, c'est le plus grand chiffre d'importation pour les produits finis, et le deuxième, c'est les semi-produits qui représentent 11 milliards. Mais quand on prend les 14 milliards, on trouve 60%, c'est autre, donc 7 milliards de dollars, et 50% dans les produits semi-finis qui représentent 5 milliards de dollars. Donc 12 milliards de dollars, c'est autre. On ne sait pas qu'est-ce qu'il y a dans... C'est incroyable, 12 milliards. 12 milliards, oui, c'est à peu près. Oui, moi je me souviens très bien, Farhat Itali, quand il était dans l'opposition, il parlait justement de cette zone d'ombre oui. Où on avait un chiffre, d'ailleurs gigantesque, mais on ne savait pas quels étaient les affectations. 12 milliards. Oui. Vous imaginez C'est énorme, bien sûr. On ne sait pas ce que représente la contrepartie qui a été importée de 12 milliards. Oui. Et ça veut dire si on les cache. Pourquoi on les cache? Mais, pourquoi on ne dit pas 12 milliards, c'est sur les dernières années. Parce que le pic, l'Algérie a atteint un pic d'importation en 2014. Quand il y a eu la forme. Alors en 2014, c'était combien? On est arrivé à 60 milliards. Je n'ai pas fait le chiffre exact, mais proportionnellement, si 20 milliards et on prend 60 milliards, donc le chiffre... Il devait être de... Ben voilà, pareil. Parce que les produits... C'est énorme. Parce que les produits alimentaires, il y a une stabilité. Oui. Parce qu'on se focalise trop, l'Algérie importe du blé, du lait, mais ce n'est pas vrai. C'est stable. La réalité, c'est la consommation est stable. Très stable. Par contre, l'armement, par exemple, n'est pas stable. L'armement, ce n'est pas stable. On ne sait pas après. Plus voilà, on avance dans la crise et plus on achète. Malheureusement. Alors, nous allons demander à notre ami syndicaliste Boualem Amoura. Boualem Amoura, quand vous voyez certaines répartitions sectorielles, quand par exemple, je vais les dire, mes chers amis, est-ce que vous les avez avec moi? Oui. La défense qui a 1230 milliards de dinars, 1230 milliards. Et quand vous prenez par exemple la santé, l'industrie, parce que vous, comme syndicaliste, vous savez que la richesse, la seule vraie richesse, c'est celle qu'on produit. C'est la création de richesse. Ce n'est pas l'exploitation des ressources pétrolières ou des minerais. Et donc, quand vous allouez à l'industrie 4, est-ce que vous pouvez me donner de vrais chiffres? 4,53 milliards. Disons 5 milliards, allez, soyons généreux. À côté de la défense qui touche 1230 milliards. Ou alors, par exemple... la police. La police. Le ministère de l'Intérieur. Combien il touche? 554 milliards. 554 milliards pour le ministère de l'Intérieur. C'est-à-dire 550 milliards de plus. 550 milliards de plus. Alors 554 par là et 4 par là. Voilà. C'est incroyable. Parce que dans le ministère de l'Intérieur, c'est 70% va à la DGSN. Il faut préciser. Alors, 70% vont directement à la police, à la répression, au flicage. Ouais. Alors, mon cher Boualem, qu'est-ce que vous en pensez? Merci. Ce que je pense, ça a été ainsi depuis 1962. Rien ne nous étonne parce qu'il y a une gestion unilatérale de ce pouvoir depuis 1962. Comme vous l'avez très bien souligné au début, les députés depuis 1962, c'est des députés à deux faces. Et en plus de ça, j'assume ce que je vais dire, la majorité, ce sont des illettrés. Pour preuve, j'ai le projet de budget de l'État pour 2017. Eh bien, comment je l'ai eu? Parce que lorsqu'on le proposait, on le donnait aux députés, dans l'hémicycle même, ils ne l'ouvrent même pas, ils le laissent sur place. Donc nous demandions à l'époque à certains amis députés pour nous ramener un exemplaire. Donc ces députés-là, publiquement à la télévision, ils font du cinéma, mais lorsqu'arrive, comme cette fois-ci encore, comme lorsqu'arrive le vote, bien sûr, ils sont instruits, parce qu'ils ne sont pas autonomes, ils sont instruits de le voter tel qu'il est. Ils font du cinéma, un petit peu de cinéma, bien sûr,
pour dire que nous sommes contre cet article, contre un autre. D'ailleurs, l'un des députés l'a souligné. Quand vous entendez les débats, vous allez dire que voilà, ça va aller vers le rejet de ce projet, mais par enchantement, non, par magie, eh ben, le jour du vote, c'est tout le monde qui lève le doigt pour dire oui. Tout ça pourquoi? Parce qu'eux-mêmes bénéficient de cette manne-là. Un député qui ne se présente pas ou qui se présente une fois par hasard durant ces 5 années de mandature, mais personne ne lui dit pourquoi. Eh bien, elle est là à percevoir peut-être plus. Là, on nous dit 400 000 dinars le mois, alors que les établissements scolaires, pour une année, leur budget est de 260 000 dinars, 26 millions 200 000, même en ces temps de pandémie. Donc, ça ne nous étonne pas ce qui se passe là. Les gens vont alors, pour l'éducation, pour le ministère de l'Éducation nationale, oui. dont je rappelle le nombre des élèves, des écoliers, collégiens et lycéens, c'est un minimum de 10 millions. 10 millions. Il y a 10 millions d'élèves. On leur attribue 771 milliards. Et vous savez que c'est le secteur qui emploie le plus de fonctionnaires. Le nombre d'enseignants, c'est le plus élevé au sein qui consomme la grosse partie du budget, soit dit en passant. Alors, 10 millions d'élèves, avec le plus grand nombre de fonctionnaires, ça consomme 771 milliards. C'est à peine un peu plus que la police. Et c'est à peu près la moitié de l'armée. C'est incroyable. C'est scandaleux. C'est proprement scandaleux. Ce que je veux dire, mais plus que ça, parce que les gens disent que vous bénéficiez du deuxième budget de l'État après celui de la défense. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est que 95% de ce budget va au salaire. Parce que, comme vous l'avez si bien souligné, nous représentons plus de 50% des effectifs de la fonction publique. Voilà. Donc, en d'autres termes, plus de 50%, hein, vous confirmez? Je confirme, nous avons plus de 800 000 travailleurs dans le secteur de l'éducation. C'est le secteur qui emploie le plus de fonctionnaires en Algérie, quand même. Donc les gens, ce n'est pas l'appel qui s'étonne, ils vous disent, voilà, vous avez le deuxième budget, et je disais que 95% va au salaire. Et quel salaire, bien sûr, nous allons en discuter, parce que j'ai entendu une députée qui disait c'est comme si nous demandons la charité. Mais écoutez, madame, vous êtes là à toucher 400 000 dinars le mois. Il y a des corps communs, des travailleurs simples, des femmes de ménage qui ne touchent même pas le SNMG, même pas de 20 000 dinars le mois. Alors, qu'est-ce que vous allez faire avec 20 000 dinars? Donc, j'ai vu aussi que pour le tourisme, parce qu'on dit bientôt, nous n'allons plus compter sur les hydrocarbures. 3 milliards, 3 milliards de dinars. Alors imaginez un peu là. 3,24 milliards, et aussi la pêche à 2,32 milliards de dinars, mais alors que nous avons une côte de plus de 1200 kilomètres au lieu bien sûr, alors que la pêche peut représenter une source très très importante pour la consommation alimentaire de la population, qui importe la plupart de ses besoins, mais à laquelle on alloue une misère. C'est incroyable. Chez nous, on dit que le poisson meurt de vieillesse. Hein, c'est comme ça qu'on dit. C'est ce qu'on appelle l'économie bleue. L'économie bleue, oui. Oui. Alors, restez avec nous, Boualem. Moi, il y a une chose que j'aimerais d'abord... Après, si quelqu'un a envie de parler, vous êtes des spécialistes d'un domaine en particulier, qui n'hésite surtout pas. Mais sinon, moi, j'aimerais vous demander de commenter ces deux chiffres. Alors, la santé, le secteur de la santé, dont tout le monde... Boualem, vous êtes aussi avec nous, vous pouvez intervenir quand vous le souhaitez. Alors, la santé, qui, chez nous, c'est un secteur sinistré de la vie même, du régime lui-même. Bien que M. Tebboune nous a dit que c'est le meilleur secteur de santé d'Afrique et du Maghreb, pour aller se soigner en Allemagne et par la suite. Alors, le secteur de la santé qui est sinistré.
tous les hôpitaux ne sont plus aux normes. Ceux qui ont été construits ne sont pas du tout aux normes. C'est un héritage colonial, la plupart. C'est un héritage colonial à plus de 90%, je crois. Oui. Et le comble du comble, c'est que maintenant, en situation de pandémie, par exemple, tous les hôpitaux sont saturés. Et que même en période habituelle, la plupart des gens qui ont des maladies sérieuses meurent faute de soins appropriés, meurent de faute de matériel, faute d'ambulance, et j'en passe. Alors on alloue à la santé, en des temps pareils, où tout le régime va se soigner à l'étranger, on lui alloue 410 milliards de dinars. Et autre chose de plus important, et je vous laisse la parole. C'est l'équivalent de 3 milliards de dollars, à 3 milliards 500 de dollars, voyez, pour que les chiffres soient plus parlants. Voilà. Oui, oui. Et à côté de ça, encore plus scandaleux, on alloue au ministère de l'Industrie pharmaceutique, alors que nous importons la plupart de nos besoins. On lui alloue 0,3 milliards. Après, le chiffre, ça peut être... il n'est pas critiquable en soi parce que c'est le ministère, enfin, c'est le fonctionnaire qui font... C'est pas l'industrie pharmaceutique qui finance. C'est juste le ministère. C'est juste le ministère. Ah, d'accord. Merci de le préciser. Oui, merci de préciser. C'est les fonctionnaires... Oui, mais la recherche, par exemple. La recherche, il dépend du ministère de la recherche scientifique. Hein. Elle n'est pas financée par la recherche pharmaceutique. Elle n'est pas financée par le ministère. Après, peut-être il peut y avoir des plans de financement supportés par le ministère, mais les budgets que vous êtes en train de détailler, c'est le fonctionnement du ministère en lui-même. Hein. Alors la recherche pharmaceutique, elle dépend de quel ministère? De la recherche scientifique? Sûrement, de la recherche scientifique. Est-ce que vous pouvez nous aider? Non, moi je pense que c'est de l'industrie. C'est l'industrie pharmaceutique. C'est tout ce Ça veut dire tout rentre dans l'industrie? Oui, c'est ce qui a. Donc la recherche pharmaceutique? Non, la recherche, c'est l'enseignement supérieur et la recherche. Mais au niveau de l'industrie pharmaceutique, comme son nom l'indique, c'est de l'industrie. Oui, mais comme nous le disons... Ils ont créé un nouveau ministère délégué. C'est un ministère délégué qui est rattaché au ministère. Quand ça devient un ministère délégué, c'est-à-dire qu'en fait, il lui donne... une partie de la... Oui, d'une part, c'est-à-dire qu'il ne lui attache pas de l'importance. Ce n'est pas un ministère entièrement, c'est un sous-ministère en fait. C'est ça un ministère délégué, c'est un sous-ministère. Ce qu'il faut savoir justement par rapport à cela, quand vous avez parlé donc, de l'enveloppe pour l'industrie en général et pour l'industrie pharmaceutique, ça ne fait même pas 5 milliards. Il faut savoir déjà qu'en Algérie, l'industrie, la part de l'industrie dans le PIB, produit intérieur brut, c'est-à-dire la production de toute l'Algérie, des richesses algériennes, ça représente que 5%. Hors hydrocarbures. Pardon? Hors hydrocarbures. Oui, tout à fait. Parce que les hydrocarbures, hors hydrocarbures, bien évidemment. Ce qui veut dire que la part de l'industrie est complètement insignifiante. Est-ce que les projets de l'ANSEJ sont financés? Juste un chiffre de comparaison, après j'écoute votre question. Alors qu'en Égypte, elle représente 18% du PIB, l'industrie. Voilà, c'est juste pour comparer un pays pauvre avec un pays pauvre. Et les investissements dans l'ANSEJ, dont tout le monde connaît un peu la signification, c'est le financement de projets de jeunes, de projets qui sont portés par des jeunes, des start-up qui sont financés par l'État. Ce financement, est-ce qu'il ressort du ministère de ce qui est alloué? C'est à côté? Non, pas du tout. En fait, c'est un budget à part? Non, ce n'est pas un budget à part. En fait, c'est ce qui est... En fait, déjà, l'ANSEJ, c'est financé par la banque. Parce qu'en fait, l'État... il bonifie les intérêts. La banque avance les fonds. La banque avance, mais ce que l'ANSEJ, quand on fait un montage d'un dossier ANSEJ, c'est que l'État, elle bonifie les taux d'intérêt. Parce que c'est l'État qui prend en charge les taux d'intérêt. Après, il y a un fonds spécial. Enfin, ça dépend. Il y a des financements triangulaires, apport personnel, banque et État, à travers l'ANSEJ, ou des financements... d'accord, ça ne relève pas du fonctionnement. Cette partie de l'ANSEJ, elle dépend du ministère de la Solidarité qui rentre dans ce qu'on appelle les interventions de l'État. Enfin, dans le budget, parce qu'il y a... quand on présente le budget, il y a le fonctionnement, les salaires... oui, le salaire des fonctionnaires. Oui, en fait, parce qu'on le présente de deux façons. Il y a le budget de fonctionnement, il y a le budget, ce qu'on appelle les dépenses en capital. Le financement, si on peut dire. L'investissement, quand l'État fait des projets. D'accord.
Après, il y a une deuxième représentation, enfin une autre présentation, avec les dépenses. Moi, je ne me rappelle pas du mot, enfin l'essentiel, les dépenses, les salaires, voilà, les salaires. Après, il y a les interventions de l'État. Voilà, toutes les interventions de l'État, ce qu'on appelle les transferts sociaux, Oui. la solidarité et tout, ça, c'est les interventions. C'est les dépenses d'intervention. Voilà, les dépenses d'intervention. D'accord. Et donc ça, ça rentre dans le budget du ministère de la Solidarité, normalement. Ce qu'il faut quand même préciser, Wahab, je pense qu'on en a déjà parlé ici, mais très rapidement, c'est que même, justement, cette politique de l'enseigne, qui en soi est une très bonne chose. Le problème, c'est que si on regarde le fond, et ça a été dit d'ailleurs par la presse, depuis qu'une partie de la Saba est en prison, on constate que ceux qui ont le plus profité justement de cette allocation, c'est essentiellement les enfants de Wali, de ministres, de chefs de daïra. On donne un peu de la clientèle. Et que sinon les enfants du peuple, c'est complètement marginal. On leur donne de quoi acheter des petits fourgons, des petits... Oui, ça a été fait en 2011. Donc là, ce serait une bonne enquête à faire au niveau journalistique, parce que là aussi, ça couvre un scandale absolument faramineux. D'ailleurs, vous vous rappelez comment il s'appelle Bessellel, l'ex-premier ministre, lors de la propagande, lors de la campagne électorale du 4e mandat. Il a dit, il y a des gens qui nous reprochent, qui nous signalent des jeunes qui utilisent l'argent de l'enseigne pour se marier. C'est ça. Il a donné feu vert aux gens de ne pas rembourser, d'utiliser... Parce qu'il sait très bien que ses propres enfants, justement, ont dû bénéficier de ce genre de crédit. Il aimerait bien qu'il n'ait pas à rembourser. C'est incroyable, la le dette, niveau. Alors, Boualem Amoura, Oui. le budget de l'agriculture, alloué à l'agriculture. Oui. 224 milliards de dinars. 45. 45. Qu'est-ce que ça vous suggère? Ce qui m'étonne un petit peu, au moment où on nous dit que, depuis l'arrivée de Tebboune, il nous dit que l'Algérie a engrangé 25 milliards de dollars de recettes hors hydrocarbures par l'agriculture algérienne. Ça, nous savons que c'est un chiffre totalement faux. On ne peut pas avoir 25 milliards de dollars d'exportation par l'agriculture. Bon, c'est vrai que si on fait un petit peu la somme, l'addition de toutes les exportations depuis 2014, en 6 ans, les experts disent qu'on pourra arriver à cette somme-là. Mais sinon, c'est impossible. Mais je veux dire par là qu'au moment où, si c'est vrai, on devrait encourager ce secteur-là pour avoir déjà une autosuffisance alimentaire, au moment où on nous dit que le blé et tout ce qui s'ensuit, le prix de blé sera augmenté à partir de janvier, et aussi on parlera du pouvoir d'achat à partir du mois de janvier, je vois que l'agriculture n'a pas eu sa part qui lui revient dans cette loi de finances. Tout simplement aussi parce qu'on ne nous donne pas le prix du baril, le prix de référence du baril sur lequel a été calculée cette loi de finances. Il a dit, Wahab, tout à l'heure, il a dit à peu près 40 à peu près $40. Je m'excuse, mais d'habitude, c'est l'État qui annonce. Le gouvernement dit que cette loi de finances a été confectionnée sur un prix de référence de temps. Et d'ailleurs, si vous vous souvenez très bien, lorsque le prix du baril de pétrole valait 120 à 130 dinars, la loi de finances était calculée sur un prix de référence de $39. Mais où va cette différence? Où va jusqu'à présent? Nous ne savons pas où va cette différence. Et cette différence, quand même, elle est énorme. L'agriculture, pour le moment, nous sommes encore en Algérie dans une agriculture, je pourrais dire, elle n'a rien de moderne, parce que nous devons moderniser et l'agriculture et la pêche si nous voulons aller vers une autosuffisance alimentaire. Le temps poisson-temps en Algérie
qui est bien coté, il est, je ne dirais pas exploité, exploité, oui, par d'autres nations. À l'image du Japon, nous le vendons peut-être moins cher, alors qu'il se trouve peut-être à 60 km. Et restez avec nous, je reviens à vous dans un moment. Wahab, vous vouliez d'abord nous expliquer cette histoire de 25 milliards de dollars. Mais Oui, avant, oui. j'aimerais vous demander, quand on dit le budget alloué à l'agriculture est de 224,45 milliards de dollars, ça va à quoi? À quoi c'est destiné cet argent? À financer l'agriculture en elle-même directement, à accorder des crédits, à construire des projets? Non, c'est pas destiné à l'investissement. Enfin, tout ce que les budgets... C'est quoi, le fonctionnement alors? À payer des salaires? C'est le fonctionnement. Oui, c'est les salaires. Je vous dis, c'est 75% du budget, c'est alloué au salaire. Mais alors l'agriculture paierait 234 milliards de dinars de salaire? Après, 80% de cette somme? Après, il y a le fonds agricole. Des steppes, des hauts plateaux. Ce sont des fonds spéciaux. Voilà, c'est ce qu'on appelle les fonds spéciaux qui sont rajoutés dans le budget de fonctionnement, enfin, de budget du ministère. Du ministère, pardon, oui. Donc mais on pourrait avoir le détail de ça. Oui, normalement, c'est détaillé. Je peux vous le donner. D'accord. Alors, on va vous demander de nous donner à peu près une indication. Mais sinon, vous vouliez expliquer cette déclaration de M. Tebboune en fait, à que l'Algérie aurait produit pour 25 milliards de dollars. C'est un problème de communication que peut-être il a mal compris. En fait, c'est la part du pays, la part du secteur agricole dans le PIB algérien, qui représente... Enfin, sur les chiffres de 2019 que j'ai, enfin de 2018 officiels que j'ai, c'est 12%. 12%, mais quand il a fait la communication, il a dit qu'on a eu une année exceptionnelle en 2019. Oui. Et il a dit nous avons produit. Oui. Il n'a même pas dit l'équivalent. Oui. Il a dit l'équivalent de 25 milliards de dollars. Il a dit nous avons produit pour 25 milliards. Ça veut dire, dans l'entendement ordinaire, ça veut dire qu'il les a exportés. Mais c'est impossible. Ouais. Non, ce n'est pas d'export, c'est la production, c'est la part du PIB agricole dans le PIB. Enfin, je vais expliquer peut-être rapidement. Oui, exactement, absolument. Quand j'achète, j'ai de la semence, j'implante la semence, après j'ai du blé ou j'ai de la tomate. À chaque fois que j'ai la tomate, chaque étape de la progression, la production jusqu'au consommateur final, il y a une part de la valeur ajoutée. Enfin, parce que la tomate, je la produis... ça m'a coûté 5 dinars et je la vends en gros 8 dinars. Oui. Après, ça arrive 20 dinars au consommateur final. D'accord. Donc, en chaque étape, il y a une valeur ajoutée. Oui. Donc, c'est cette valeur ajoutée qu'on calcule. Donc, dans le même produit, il y a plusieurs calculs cumulés. C'est la valeur ajoutée. Voilà, de valeur ajoutée. C'est la valeur chaque ajoutée étape. qu'on produit. J'ai de la semence, j'ai de la tomate finie. Oui. C'est de la semence au produit fini, j'ai une valeur ajoutée. Voilà. Donc, c'est cette valeur ajoutée qu'on calcule pour dire qu'on a produit, le PIB algérien, c'est 180 à 200 milliards de dollars. C'est ça le PIB. C'est le cumul des valeurs ajoutées, de toutes les valeurs ajoutées, y compris le secteur agricole. Qui ne représente pas la véritable valeur engrangée, en fait. C'est une vision, j'allais dire, comptable, économique. Oui, c'est une vision économique. Après, à laquelle on soustrait les importations, on rajoute les exportations. Mais Tebboune a dit, nous avons produit, il n'a pas dit c'est le PIB. Il a dit, nous avons produit. Oui. D'abord, comment il a fait pour calculer en milliards de dollars? Parce que c'est pour ça que tout à l'heure, je vous ai fait la traduction, parce que même tous les économistes algériens, ils parlent toujours en dollars. Parce que c'est plus facile à comprendre que de dire 1200 milliards de dinars. On n'a pas la grandeur monétaire, mais quand on parle en dollars, c'est plus facile. Parce que voilà, c'est plus Lui, il a pris la globalité du PIB agricole dans le... Disons, le PIB algérien, maintenant, on est descendu à 175 milliards de dollars, parce que par rapport aux exportations du pétrole, mais on était à 200 milliards. D'accord. Donc, la part du PIB agricole, à peu près c'est 10%. C'est 10%. Oui. Donc, on arrive facilement... En fait, c'est 25 milliards de dinars. Non, de dollars. Non. Si on compte par rapport au PIB algérien... Oui, c'est 200 milliards. Voilà, donc, 200 milliards. De dollars? De dollars? Oui, de dollars. Ah, d'accord. Oui, de dollars. Donc 10%, ça fait 20 milliards. Ça fait... Ouais. Mais je parle de ce que Bouteflika a dit par rapport à l'agriculture. Soit il s'est trompé en termes monétaires,
Tebboune, pardon. C'est les mêmes. Oui. C'est Moussa Haj Moussa. Oui. Soit il s'est trompé en termes de monnaie, soit effectivement, comme vous dites, Wahab, il a pris le pourcentage que représente l'agriculture dans le PIB. Voilà, dans le PIB. Ce qui C'est veut ça, rien point, dire. le- Parce que lui, dans son discours, il a dit nous avons produit 20. Alors, il a même donné des exemples. Il a dit nous allons avoir besoin de 60 milliards. Eh ben, nous avons déjà 40 milliards que produit le pétrole. Nous avons produit 25 milliards de dollars de produits agricoles. Et nous avons la réserve de change qui va jusqu'à 60 milliards. Nous sommes largement. Ce qui veut dire que c'est encore plus grave. C'est encore plus grave parce c'est des mensonges. même si peut-être c'est le président, peut-être il ne maîtrise pas les chiffres en détail, mais il peut être briefé. Mais ça, c'est une fausse communication. Ce qui est encore Voilà, plus c'est grave, M. Benchenouf, ce qui est encore plus grave, c'est qu'il est supposé avoir fait l'ENA. Absolument. Voilà, il est supposé. Et avoir été grand commis de l'État Voilà, pendant 50 ans. il était déjà wali, donc il a géré des budgets. Absolument, il sait chef ce que de c'est que le Zaïre, PIB. il a été ministre plusieurs fois, il a été Premier ministre, etc. Absolument. C'est-à-dire, soit il ne maîtrise pas du tout ces dossiers, soit Il fait de la démagogie ou du mensonge grossier. Du mensonge assumé. Absolument, C'est soit ça. on lui a dit voilà. Alors, sur l'agriculture, Wahab, qu'est-ce que vous pourriez nous dire quel est votre. Sur cette allocation de 224 milliards, l'agriculture qui représente. En fait, moi, je pense, enfin, par rapport à la question agricole en Algérie, moi, je parle, parce qu'on parle toujours de l'autosuffisance alimentaire et compagnie. Maintenant, on vit dans un monde mondialisé. La France, qui est l'une des plus grandes puissances agricoles mondiales, c'est l'un des plus grands importateurs agricoles. Hein. Il importe 60 milliards de dollars en France. On importe en France. Oui. Donc, c'est l'idée d'avoir tout produire. Oui, mais on exporte. Oui, on exporte autant. On exporte autant ou plus. Je veux dire, oui, je veux dire, plus, il faut avoir un équilibre. C'est pas tout produire, on peut pas tout produire. Mais la différence, c'est par exemple la France. C'est par rapport à. Voilà. Importer, exporter. Voilà. Quand la j'exporte, balance je couvre mes importations. Donc, Voilà. c'est pas le mal d'importer. C'est pas un mal en soi. Il faut couvrir ces importations par l'exportation. Après, ce qu'on appelle maintenant, on est dans un monde de plus en plus mondialisé, ce qu'on appelle la chaîne de valeur au niveau mondial. En fait, il y a des pays qui réussissent mieux peut-être la production de telle. Par exemple, la banane, peut-être il y a 50 ans, on ne la connaissait pas en Algérie. C'est un produit exotique, qui vient d'ailleurs, mais maintenant on la consomme, même on la produit même localement. Oui. Donc, il y a des produits qu'on peut nous produire, qu'on peut exporter. Par exemple, les primaires, tout ce qui est les produits primaires, les produits maraîchers. Oui. Biskera et le Oued, c'est extraordinaire par rapport à la productivité qu'ils ont par rapport aux produits maraîchers. En qualité... Mais là, hier, vous m'avez dit quelque chose de très intéressant, parce que moi, j'avais pensé, je l'ai d'ailleurs toujours dit, que les intrants qui sont dans nos produits agricoles sont majoritairement importés en devises. Il est dans le graphe que vous ai et ce n'est pas le cas? C'est pas énorme par rapport à... Quelle est la proportion des intrants importés en devises dans nos produits agricoles? Un peu plus de 200 millions de dollars. Après, il faut distinguer les intrants directs et les intrants indirects. Exemple. Un exemple. Exemple, l'eau. Oui. Quand on voit par exemple le coût de l'eau au robinet, évidemment, on s'imagine qu'il n'y a pas d'intrant. Que c'est un intrant qui ne coûte pas cher, etc. Et qui rentre justement dans le coût du produit, de la tomate, de la carotte, etc., dans le sud. Oui. Or, en réalité, les services qu'on importe pour justement extraire cette eau-là, c'est absolument le transport, le raffinage. Faramineux. Ce qui veut dire que ce qu'on fait passer comme étant des produits à forte valeur intégrée, valeur de richesse, de productivité, en réalité, ça ne l'est pas. Donc aujourd'hui, l'agriculture saharienne, elle est remise en question partout dans le monde parce que précisément, elle coûte beaucoup plus cher que, quand on le dit, elle est en quelque sorte subventionnée indirectement par l'utilisation de l'eau. Alors, on va demander à Boualem Amora. Boualem Amora, le marché des fruits et légumes et des viandes blanches, rouges et poissons en Algérie, d'abord, est-ce qu'il est suffisant? Est-ce qu'on n'a pas besoin d'importer comme ils sont en train de nous le dire maintenant? Et est-ce que les prix sont à la portée du citoyen moyen? Merci.
si du on n'était pas consommateur gouverné- moyen, pardon. Oui. Oui, dont je fais partie, bien sûr. Donc, je disais, si on n'était pas gouverné par des gens qui n'avaient aucune conscience, si j'ose dire, nous étions le grenier de l'Europe. C'est nous qui nourrissions toute l'Europe. Mais malheureusement... Je crois que c'est un mythe, hein. Je crois que, Oui, il faut avoir l'honnêteté de le dire, l'Algérie n'a même pas été le grenier de Rome, comme on le dit, ce n'est pas vrai. N'a jamais été le grenier de l'Europe, en matière de quelques produits qu'elle a produits qui lui sont propres, comme la clémentine, les agrumes, un peu le vin, mais pas au niveau de grenier de l'Europe, je crois que c'est trop Il y a dit. eu des époques que c'était. Oui. Oui, mais enfin. En tout cas, M. Béchenou, nous avions à l'époque importé, nous avons fait le troc avec le Brésil, si vous vous souvenez bien, des Passat, des fameuses Passat que nous avions ramenées du Brésil. C'était en Je échange m'en de- rappelle. Voilà, Passat voilà. Volkswagen brésilienne contre de la patate et contre. Et contre Et du des vin. oranges, bien sûr, de Blida. Oui. Bah, on avait quand même un grenier, si j'ose dire, mais Malish, jusqu'à présent, ce que nous produisons à Biskra, ce que nous produisons à El Oued, nous pouvons toujours nous autosuffire et puis nous allons exporter un tant soit peu. Parce que quand nous avons produit de la pomme de terre à El Oued, à un certain moment, ils ont fermé pour bien sûr sur les fellahs, on ne pouvait pas exporter, donc les gens, des fois, ils l'ont jeté. Durant l'été dernier, il y avait aussi des producteurs du blé. Ils le jetaient avec des super-remorques. Là, Pourquoi? Parce que les docks n'avaient pas suffisamment de capacité ou c'était une mauvaise gestion? Je vous le dirai après. Oui, mauvais, ils attendaient d'or devant les moulins de l'État et tout, et pour les stocker. Et des fois, ils étaient obligés de les jeter comme ça d'or. C'est comme si je reviens maintenant à la santé. Depuis mars, qu'il y a eu cette pandémie. Mais qu'a fait le gouvernement algérien depuis? Ils n'ont rien fait, ni construit, ni d'hôpital, ni ramené du matériel, ni encore formé des gens. On était resté comme on était avant mars 2020. Bien sûr, dans tous les secteurs, c'est valable aussi, même dans l'éducation. Mais vous savez ce que... vous me rappelez ce que vous étiez en train de discuter par rapport au budget des ministères, c'est vrai. J'ai l'avant-projet, par exemple, du budget de l'État pour 2017, du ministère de l'Industrie et des Mines. C'est vrai, il n'y a aucun centime pour l'investissement. La première partie, budget de fonctionnement, vous avez l'administration centrale. Qu'est-ce qu'il y a? Dépenses du personnel, matériel et fonctionnement des services. Vous allez retrouver l'achat, prix de gestion, parc automobile. Vous me donnez une minute. Hein. Travaux d'entretien, subventions aux EPA. Et vous avez actions éducatives et culturelles, actions économiques, encouragement et intervention publique. Et vous allez trouver dans autres dépenses, et ça se fait même dans les APC. Moi, j'étais élu. Vous allez retrouver dépenses relatives au fonctionnement du Conseil national consultatif pour la promotion des PME, pour les associations aussi, financement du mouvement associatif. Là, ça rentre dans le ministère. Que fait le financement du mouvement associatif dans le ministère des Mines, l'industrie et des mines, par exemple? Et vous allez retrouver aussi, pour le matériel et fonctionnement des services, ce n'est pas détaillé, achat, une somme, frais de gestion. Alors, pour ce qui est des prix à la consommation, des prix des produits agricoles, tous confondus. Oui. Eh bien, vous savez, d'une semaine à l'autre, les prix changent. Et vous savez, nous sommes aussi à la merci de la pluviométrie et du ciel. Ces jours-ci, par exemple, c'est la sécheresse, il n'y a pas d'eau. Donc, nous constatons qu'il y a quand même, les prix sont un petit peu revus à la hausse parce qu'on nous dit qu'il n'y a pas de pluie. Et si ça continue Quel est le taux, quel est le montant du SMIC en Algérie? 20 000. Le SMIC, 20 000. Mais écoutez, mais tant qu'il y a l'article 87 bis, le fonctionnaire algérien ne pourra jamais atteindre ces 20 000. Parce qu'il y a l'article 87 bis que nous demandons depuis le siècle dernier. Qu'est-ce qu'il dit, cet article?
Voilà, il dit que ce CNMG sera soumis bien sûr à l'IRG, aux impôts. C'est-à-dire il ne perçoit pas son SNMG net à 20 000 dinars. Donc, et quel est le SNMG? C'est le nom du SMIC en Algérie, salaire national minimum garanti. Net. Quel est le SNMG net en Algérie? Net, c'est 18 000 dinars. Donc, 18 000 dinars. Est-ce qu'un fonctionnaire ou un citoyen normal qui est dans les autres secteurs, qui touche 18 000 dinars, qui a une famille moyenne de 4 personnes, est-ce qu'il peut vivre, acheter ses fruits, légumes, viande, poisson, viande blanche, normalement, se nourrir normalement? Impossible, algérien, impossible, avec 50 000 dinars. Mais quand on parle de vivre, je m'excuse, quand on parle de vivre, ce n'est pas qu'acheter du pain, du lait et peut-être un petit peu même pas de fruits, des légumes, parce que mon fils, il a le droit à la santé, moi-même aussi, parce que quand vous tombez malade en Algérie, des fois vous êtes obligé d'aller voir les cliniques privées. À l'hôpital, on vous demande de faire des radios à l'extérieur. Ça, c'est une information vérifiable et vérifiée. Cet après-midi même, à Blida, un enseignant qui est malade, qui a été atteint de la Covid-19, donc il a fait son PC. Nous avons perdu Boualem. Un mot sur... Pardon, allez-y, poursuivez. Pour voir les résultats de son PCR, il a trouvé un homme de 65 ans qui suppliait, je dirais, les travailleurs de l'hôpital pour lui faire un PCR. Il n'a pas réussi. Pourquoi? Parce qu'ils sont d'une dépassés et de deux parce que cet après-midi même à Blida. Donc je parle de quand vous avez un PCR à 15 000 dinars, c'est-à-dire je pars à 1 500 000, comme on dit, voilà, centimes, à 15 000 dinars, c'est le salaire d'une femme de ménage. Et des fois, il y a des femmes de ménage qui n'arrivent même pas à ces 15 000 dinars parce qu'elles travaillent sous forme de contractuel. Donc, je dis que c'est impossible. C'est pour ça que nous, les syndicats autonomes, depuis plus maintenant, là, depuis 2016 en tout cas, on demandait de revoir le pouvoir d'achat du travailleur algérien. Et restez avec nous, Boualem, on revient à vous. Vous aviez noté quelque chose? Oui. Tout à l'heure, quand vous avez posé la question sur le budget du ministère de l'Agriculture, parce que je n'ai pas répondu de manière précise, mais c'est bon, l'idée m'était revenue. D'accord. En fait, c'est les 200, vous avez dit... 234 ou quelque chose comme ça. 208 milliards... 224,45. Oui. 208 représentent les subventions de l'État pour l'OAIC et l'ONEL. Ah, oui, par exemple pour la semoule, pour le blé. En fait, parce qu'il y a le monopole d'importation du blé qui confie à l'OAIC. Il a acheté un prix et le ministère subventionne pour que le prix à la consommation soit. Il y a la subvention, il paye la différence de l'importation. D'accord. Parce que c'est l'OAIC qui importe après la différence d'importation, la revente au boulanger au niveau local, il paye la différence, mais aussi pour les producteurs locaux. Non, les producteurs locaux, au niveau local. Oui. Les producteurs au niveau local, ils produisent du blé sur lequel l'OAIC le rachète à un prix plus fort, 240. Ah, d'accord. Oui. D'ailleurs, il y a 208 milliards donc sont comptabilisés dans le ministère. C'est une bonne information. Voilà, d'accord, merci. Et pareil pour le lait. Voilà. Très bien. Mais on ne peut pas parler de l'agriculture si on ne parle pas de la politique agricole. Et il faut là aussi, malheureusement, revenir aux années 1970. Juste après le coup d'État de Boumedienne, il voulait asseoir son pouvoir. Donc, il avait quoi pour asseoir son pouvoir? Il avait l'armée et la police, évidemment, mais en face de lui, il y avait la société. Il faut savoir que dans le programme qui lui a été insufflé par Gérard Destins de Bernis, c'est-à-dire où lui proposait la fameuse industrie industrialisante, il était question justement de marginaliser l'agriculture pour des raisons politiques et idéologiques, lesquelles, je pense que déjà Wahab, il est en train de confirmer, il fallait en fait, parce que les paysans algériens,
à l'époque. C'était 80% de la population. Il fallait inverser la proportion urbaine et rurale. Et voilà. Et la population rurale, évidemment, n'était pas contrôlée par l'État. Donc il fallait à Boumedienne asseoir son provoquer pouvoir un exode rural. en contrôlant la société. Et donc il fallait délaisser l'agriculture, obliger la paysannerie à venir vers les grandes villes. Et il a donné des salaires et tout ça. Il a embauché de façon totalement pléthorique. Oui, voilà, pour un poste, il mettait 10 personnes. Absolument. Et donc, en fait, c'était pour affaiblir la paysannerie, pour affaiblir les campagnes et pour... avoir une population plus contrôlable. Pour contrôler la population. C'est très vrai, ça. Moi Donc, qui étais dans le secteur public, je me rappelle que, quand vous dites, pour un poste, on recrutait 10 personnes. Et il avait repris aussi l'idée du général de Gaulle de créer les fameux 1000 villages socialistes qui étaient dans le plan de Constantine en réalité. Et dans le plan de Constantine, c'était quoi? C'était exactement la même chose. C'est-à-dire enlever les paysans au contact du FLN, les regrouper dans des villages politique du regroupement. Pour contrôler la société. Et donc, si on oublie cet épisode-là, on ne peut pas comprendre pourquoi l'agriculture algérienne ne nourrit pas les Algériens. Alors, il y a une question qui mériterait une émission à elle toute seule. Malheureusement, il nous reste à peu près que 10 minutes. Nous allons essayer de pousser un peu vers 15, si la régie est d'accord. Lorsque les réserves de change seront épuisées, il n'y a plus de réserves de change. Maintenant, le régime, pour acheter la paix sociale, a appris à fonctionner à jusqu'à 70-80 milliards de dollars par an. Mais puis, il est descendu tant soit peu à cause de la baisse des barils. Maintenant, il utilise environ 60 milliards de dollars par an, si je ne m'abuse. Des dépenses. Les dépenses budgétaires, oui, à peu près. À peu près 60 milliards. Donc il a à peu près 25 milliards des ventes du pétrole, et le reste, il le prend des réserves de change. En fait, les réserves de change, c'est tout ce qui concerne l'extérieur. D'accord. Tout ce qui est importé, tout ce qui est en devise. Exactement, en devise. Nous, on parle de cette partie-là. Oui, parce qu'il y a le déficit budgétaire. Il y a le déficit de la balance de paiement. C'est deux choses différentes. En fait, quand on parle du budget, on a les recettes, les dépenses au niveau local. Ça se calcule en dinars. Après, quand il y a plus de dépenses par rapport aux recettes, on a un déficit. C'est pour ça qu'en 2017, on a instauré ce qu'on appelait à l'époque la planche à billets. C'était pour financer ce déficit. Absolument. Donc, on créait du dinar du néant. Parce que normalement, la création de la monnaie se repose sur du réel, sur de l'économie réelle. Soit de l'export, soit de la production, c'est la valeur ajoutée. Mais il y a possibilité pour un État qui est souverain de créer de la monnaie du néant. Du néant ou de gonfler la fiscalité. Mais le problème de l'Algérie, l'inflation. Mais le problème de l'Algérie, c'est qu'elle exporte la majorité de ses consommations. La plupart de ce que nous consommons dans le pays est importé ou est fabriqué à partir d'intrants importés. Donc, comment ils vont faire quand il n'y aura plus de réserves de change pour compenser ce manque à gagner, ce manque à fournir? Il y a une piste là qui, peut-être parce que la planche à billets, en fait, quand ils ont instauré la planche à billets, c'était une loi exceptionnelle qu'on a amendé la loi sur la monnaie. Donc, il y a un amendement qui a été fait d'une manière exceptionnelle, mais qui dans 5 ans. Et un délai de 5 ans pour utiliser la planche à billets. Donc, ça a été utilisé au temps de Sellal. Après, quand il était arrivé, il a arrêté D'ailleurs, depuis, on n'a plus les chiffres de la Banque d'Algérie. On ne sait pas. Il y a eu une création de 6 000 milliards de dinars, mais il y a une partie qui a été dépensée et une partie qui n'a pas été dépensée. Donc, ça, on le connaît. Après, ça, il y a un débat d'économistes. Je ne peux pas dire c'est bon ou pas bon. Parce que les gens qui ont conseillé celle-là à l'époque, c'était la task force. Moi, je ne parle pas de la blanche à billets. Non, je pourrais arriver. Comment on fait? C'est pour ça que j'arrive. C'est pour ça que j'explique ça. Donc, on a cette piste de la planche à billets qui peut être reproduite. Mais il y a le risque d'inflation, bien sûr. L'inflation et la dévaluation. Mais surtout l'inflation. Le dinar qui chute. Et là, par rapport à la dévaluation, là, il est annoncé dans le projet de loi de finances pour 2000. Il y aura 5% de dévaluation annuelle. Donc, il y aura 2020-2021. Ça, la dévaluation, c'est officiel. Ils sont en train d'évaluer. Donc, c'est un moyen de compenser le déficit. Oui, mais la partie
devise étrangère qui sert à Il n'y a pas d'autre importer les moyen. biens de Il n'y a consommation. pas d'autre moyen que d'emprunter. D'ailleurs, il y a des scénarios. D'accord. Il y a des scénarios. Alors, quels sont les scénarios? Qui va vous prêter 20 à 25 milliards de dollars par an? Ce n'est pas le FMI qui vous prête sur 5 ans. Vous allez avoir besoin de 20 à 25 milliards de dollars par an. Oui. Alors, qui va vous prêter cette somme? Bah, Quel est le prêteur qui va vous... on revient à 2014, enfin en 1994. Ouais, si je me Et vous allez trouver des prêteurs... non, pas du tout. Maintenant, avec la situation actuelle mondiale, c'est hyper vous n'êtes complexe. même pas, lorsque vous n'êtes pas solvable, lorsque vous n'êtes pas crédible, lorsque vous n'êtes pas légitime, est-ce que vous pouvez trouver une telle somme? Je pense qu'il y aura une je crois que je ne sais pas si tu as les chiffres. Je crois que l'Algérie a droit de tirage sur la Banque africaine de développement. Oui. Je ne sais pas si c'est 5 ou 6 milliards. Donc il y aura possibilité de ce côté-là. La deuxième possibilité, c'est que le FMI, il peut prêter de l'argent, mais à certaines conditions. Oui. Et à moyenne durée, drastique. sur 5 ans, sur 6 ans. Oui, c'est ça. Mais ils ne vous prêtent pas chaque année. Surtout des conditions absolument drastiques. C'est-à-dire la rigueur, l'abandon des subventions. Voilà, c'est-à-dire que tout ce qui est de l'ordre, effectivement, du financement social qui va diminuer et donc qui va être répercuté, évidemment, sur le pouvoir d'achat des Algériens et notamment des plus pauvres. Maintenant, moi, j'ai une solution. Oui, figurez-vous, M. Benchenour. Vous allez la souffler au régime. Ben voilà. Ouais. Le problème, c'est qu'il faut un système démocratique pour que ça marche. Je vais vous dire, l'immigration algérienne, elle peut potentiellement dégager 10 à 20 milliards de dollars pour l'Algérie. Elle ne le fait pas, pourquoi? Le Maroc, il est en train de faire quelque chose de pas très loin, de 6 ou 7 milliards ou 9 milliards. Le Maroc est déjà à 8 à 10 milliards de dollars par an qui viennent de leur immigration. Absolument. Ouais. L'Égypte, c'est 30 milliards de dollars. Voilà, c'est vous dire l'importance... De la communauté égyptienne à l'étranger. Absolument. Donc, il y a la possibilité, effectivement, de mobiliser l'immigration, mais elle ne l'immigration ne fait pas confiance. Mais voilà. Ni en la banque, ni en le régime. Monsieur Benchenouf, je l'ai dit à l'avance. Ouais. J'ai dit à condition que ce soit un mais régime cette condition démocratique. n'est pas remplie. Voilà. Ça veut dire que ce n'est même pas la peine d'y penser. C'est important de le dire parce que peut-être, effectivement, c'est important que les Algériens qui ne suivent pas les affaires économiques le sachent. Et moi, j'ai une solution. Attendez, juste terminer. Ils ont pensé à la finance islamique. Mais on voit très bien que la finance islamique, d'ailleurs, c'est en train de battre de l'aile, comme on dit. Un peu partout. Voilà, ça ne marche pas. Et de toute façon, le projet qu'ils avaient de faire de la finance islamique, en plus en créant une banque pour l'immigration. Alors je ne vois pas les immigrés s'intéresser à la finance islamique et déposer leurs économies. Parce que les taux d'intérêt sont haram, c'est de l'usure. C'est vraiment totalement démagogique. On ne va pas rentrer dans démentiel. On ne va pas rentrer dans ce débat. Démagogique. Donc, voilà donc un créneau qui est possible, à condition, évidemment, qu'il y ait rétablissement de la confiance. Et pour qu'il y ait rétablissement de la confiance, l'avènement d'un état de droit. Et voilà, il faut un système démocratique. Alors, Hassan, avant de donner la parole à Boualem... Alors, juste peut-être un dernier point. Oui. Dans les années 70 jusqu'à peu près 76-77, avant que Boucharouba, alias Boumediene, n'arrache les vignes, le vin était la deuxième ressource après le pétrole. Donc ça, il faut la deuxième ressource agricole, peut-être. Non, la deuxième ressource. Mais à l'époque, le pétrole, ce n'était pas une grosse ressource, à l'époque. Oui, mais quand même proportionnellement à la population. Vous préconisez, ils vont nous lyncher aujourd'hui. Vous savez, vous préconisez de replanter on peut vendre du vin aux Chinois, aux Japonais, aux Européens, etc. Ben voilà. Moi, j'ai une autre possible. Solution à vous proposer. J'ai une autre solution. Après, évidemment, moi aussi, j'ai des idées. Elle est toute simple. Qu'il y ait des gens honnêtes, sincères, comme vous dites, vous, qui aient été réellement élus par le peuple, qui viennent dire au peuple, il y a un peuple, votre pays a été dévasté, il a été rasé, éradiqué, il faut tout démolir pour tout reconstruire, parce que tout ce qu'ils ont construit, c'est faux. Nous avons besoin de tout refaire de façon saine, sur des vraies fondations, mais pour ça, il faut que le peuple se serre la ceinture, il faut que le peuple accepte de travailler très fort,
Il faut que tout le monde se mette au boulot Voilà, et qu'on ne fasse plus de rente belhawa ou l'ef. C'est ça, Pour ça, vous ne changement trouverez de pas système. quelqu'un qui viendra vous le dire, Voilà. malheureusement, Sinon- parmi ces gens. Juste quand même, je voulais terminer quand même Oui. les différentes ressources possibles. J'ai parlé de l'immigration, Oui. j'ai parlé du vignoble, mais Tebboune lui-même, qui Oui. a dit qu'il pouvait récupérer 20 milliards de dollars. Et peut-être Voilà, plus. il l'a dit lui-même. De Il a l'argent dit- qui a été volé. Et il a dit peut-être plus. Ouais. Donc on attend effectivement On va cette manne. On va attendre longtemps. Alors, Boualem Amoura, le mot de la fin vous revient. J'aimerais que vous nous parliez en tant que syndicaliste, parce que de l'avis de beaucoup d'experts aujourd'hui, il y aurait au moins 10 millions d'Algériens qui vivent en dessous du seuil de pauvreté, et pas du seuil de pauvreté aux normes occidentales, hein, et que le taux de chômage ne serait pas loin de 40%, contrairement aux 12 petits pourcents qui nous sont livrés par le régime, et que la misère est de plus en plus prégnante, tout particulièrement dans le pays profond, tout particulièrement à la campagne, tout particulièrement dans les villages et dans les quartiers populaires. Je vous laisse la parole. Merci, tout à fait vrai. Il y a plus de 10 millions d'Algériens qui vivent sous le seuil de la pauvreté. Nous le voyons chaque jour dans les quartiers populaires dans les villes et dans les villages. Quand je vois des universitaires avec leurs diplômes, master qui nous sollicitent pour un travail, ne serait-ce que n'importe quel travail, là je vois que le chiffre de 12% qu'ils annoncent, il est vraiment, nous sommes très loin de ce chiffre. Donc aussi, je veux dire par rapport à l'Algérie, les solutions, j'ai inscrit un petit peu avant que vous interveniez, je suis tout à fait d'accord. L'Algérie n'a pas un problème de finances. L'Algérie a un problème avec la nature du régime. Si l'Algérie était démocratique, il y a des élections démocratiques, chacun à sa place, eh bien nous ne serons pas là. Donc, moi je vais vous parler de la confiance dont a parlé notre camarade rapidement. Hassan. Donc, je disais par exemple par rapport aux banques, aujourd'hui même où je vous parle, dans l'éducation, nous avons des œuvres sociales, nous avons 10 milliards de dinars à peu près chaque année, mais à l'époque, le patron de l'UGTA, Sidoun Saïd, il avait placé 50 milliards de dinars dans la banque Khalifa. Et Khalifa, vous voyez ce qui s'est passé. Et aujourd'hui encore, nous ne savons même pas où est cet argent. Et lorsque Sidoun Saïd a été appelé à la justice à Blida militaire, il est rentré en tant que témoin. Eh bien, qu'est-ce qu'il avait dit? J'assume. Mais vous avez fait perdre aux travailleurs 50 milliards de dinars depuis 2012 à ce jour. Vous devez répondre de vos actes. Mais sinon, nous avons un problème de politique et de mauvaise gestion en Algérie. Il y a aussi une mauvaise répartition des richesses en Algérie. La preuve, elle est là. On était en train de discuter de la répartition du budget sur tous les secteurs en Algérie. Certains à 1230 milliards, d'autres à 0,32 milliards. Donc on voit un petit peu la mauvaise répartition. Les Algériens ont assez supporté. Je ne parle pas au nom de tous les travailleurs, mais en tant que travailleur et syndicaliste, je dis qu'il y a risque d'explosion dans ce pays. Pourquoi? Je le disais tout à l'heure, que tous les prix des produits de première nécessité, et qui sont importés bien sûr, ils vont augmenter au mois de janvier. Ils ont déjà augmenté. Donc je dis que nous ne pouvons plus tenir ce rythme-là, cette misère-là. Et merci beaucoup. Merci. Permettez-moi de vous interrompre. Merci Hassan Hirish. Merci à vous. Merci beaucoup, ça a été très intéressant. J'ai beaucoup appris avec vous. Juste peut-être vous dire par rapport Mais au vraiment pourcentage très, très du vite, hein. chômage là, dont vous parlez, il faut savoir que le régime algérien ne comptabilise pas le chômage des femmes. Effectivement. Voilà. Effectivement. Dans le chiffre du chômage, les femmes au foyer ne Et sont les pas étudiants comptabilisées. aussi. Peut-être un dernier mot. Enfin, une Oui, phrase. très vite. Ouais, par rapport aux solutions, je pense qu'il y a des solutions. Il y a de richesse que les hommes. Enfin, il y a des pays qui vivent... La première richesse, La c'est première l'homme. richesse les solutions, moi j'ai une pensée à des amis de Nebni, qui est un collectif Nebni, Nebni, oui. qui a produit pas mal de documents, où en 2012, il a fait une métaphore où il parlait de l'iceberg,
Parce que l'Algérie allait vraiment droit au mur. Déjà en 2012, ils ont alerté les gouvernants. Oui. Et donc voilà, il y a des hommes, il y a de la matière grise. Des solutions, il y en a des solutions, mais la base de tout, c'est la gouvernance, et la gouvernance, c'est la démocratie. Mais vous savez que le propre des médiocraties, c'est qu'elles ne s'encombrent pas du mérite. Oui, bien sûr. Elles ne le supportent pas. Elles sont allergiques au mérite, à la compétence, à l'enthousiasme, à l'honnêteté, à l'intégrité, à la droiture. Les méritocraties ne s'encombrent pas de ce genre de vertus, de qualité. Aucun pays ne peut se développer sans qu'il y ait une confiance entre le peuple et ses dirigeants. Ça n'existe pas. Merci Hassan Hirish, merci Wahab Hamidi, merci Boualem Amoura, merci à vous, chers amis, de nous avoir suivis. J'ai une pensée avant de vous quitter pour une tranche, une catégorie de la population dont nous ne parlons presque jamais, dont les souffrances sont indicibles, dont la négligence du supposé État à leur endroit est plus que criminelle. Ce sont les handicapés en tout genre, moteurs, mentaux et autres, qui se comptent par millions. Peu de gens savent on n'a pas de statistiques, le régime refuse de les fournir, mais on sait avec certitude qu'il y a au moins 2 millions d'handicapés. Et quand je dis 2 millions, imaginez qu'il y en a beaucoup qui ont des familles et qui sont obligés de vivre d'une façon infra-humaine. Et pour la plupart, pour ceux d'entre eux qui ont des indemnités, leur indemnité s'élève entre 3 000 et 4 000 dinars, c'est-à-dire moins de 15 € au change du square pour Saïd.